chère honorable assistance et modérateur. Je remercie la Salam pour cette invitation et sans trop tarder, donc on enchaîne avec les infections parasitaires et fongiques respiratoires. Parasitaires et fongiques, essentiellement l'aspergillose et l'idatidose. Donc, bien sûr, toutes les infections pulmonaires ou respiratoires sont d'origine infectieuse, donc bactérienne, virale, parasitaire ou fongique. Les tableaux cliniques, parfois, ils sont confus, sont ressemblants, etc. Donc, d'où la nécessité toujours d'avoir un diagnostic de laboratoire étiologique, sans oublier le faisceau d'arguments cliniques, radiologiques, très important, et parfois la biologie autre que le diagnostic de certitude. Donc, toujours, le faisceau d'arguments, c'est très important. Et bien sûr, en parasitologie, mycologie médicale, l'analyse des différents produits pathologiques, de préférence le plus profond possible et protégé dans le cas, par exemple, de tout ce qui est fongique, et la sérologie associée, évidemment, quand il s'agit d'infections donc profondes. Les étiologies, ça peut être catégorifié ou subdivisé. Bon, je les ai un petit peu schématisées en parasitose et mycose cibles qui vont cibler le tissu pulmonaire, qui vont siéger à ce niveau-là, tel que on va voir après tout ce qui est idatidose et aspergillose. Les parasitoses de passage, lors de ce qu'on appelle le phénomène de migration larvaire, et on parle associé souvent au syndrome de Loeffler, et des parasitoses ou les pneumopathies liées chez l'immunodéprimé, tout ce qui est opportuniste, et donc qui vont s'aggraver, ça peut être par diffusion hématogène et se retrouve au niveau du poumon chez les personnes immunodéprimées. Donc, voici ces différentes catégories. Les premières, donc la cible, essentiellement, je vous ai dit l'idatidose, le chef de file, mais également il y a d'autres cystodoses larvaires, les dissomatoses ou même l'amibiase disséminée d'origine intestinale qui peut aller par voie hématogène jusqu'au poumon, et l'aspergillome comme forme localisée. Les parasitoses à syndrome de Loeffler, c'est quoi? C'est déjà le syndrome Loeffler, qui est l'expression clinique de ce type de parasite en migration larvaire. C'est de la toux, fébricule, la toux sèche, la fébricule et un infiltrat au niveau de la radiologie pulmonaire. C'est l'exemple type les ascaridioses, les anguilluloses, la toxocarose qui est syndrome de larva migrans, les bilharzioses également, c'est des parasites bien sûr plus ou moins endémiques chez nous, mais très endémiques dans les pays notamment africains ou tropicaux. Et les parasitoses liées à l'immunodépression ou opportunistes, tout un faisceau, c'est toute une liste d'opportunistes, que ce soit parasites ou champignons, la liste n'est pas exhaustive d'ailleurs. Donc on rappelle un petit peu, c'est rapidement, je passe sur les rappels, passons pour les parasitoses pulmonaires, chef de file idatidose, on va revoir après. Sachez juste qu'il s'agit bien d'une endémie parasitaire, je ne sais pas s'il y a un pointeur. C'est une endémie parasitaire, donc essentiellement algérienne, notamment dans les régions Djilfamsi, ou la Djellel, là où il y a beaucoup de pâturage des moutons guidés par le chien. Ça reste asymptomatique dans la plupart dans les cas les plus importants, mais elle peut aller jusqu'à la complication, voire le choc anaphylactique. Mais il y en a d'autres, l'échinococcus secondaire, multiloculaire et les dissomatoses pulmonaires, qui ne sont pas vraiment d'endémie algérienne, mais plutôt dans les régions soit nordiques pour la deuxième, soit tropicales pour la dissomatose. Pour ce qui est donc les autres également parasitoses pulmonaires, on peut citer également l'amibose pulmonaire. Je vous ai dit le passage, elle peut passer par le poumon, par l'intestin d'abord, ensuite le foie, et elle peut viscéraliser jusqu'au poumon. L'ascaridiose ou autre, tout ce qui est parasitose à syndrome de migration larvaire, et les parasites opportunistes dont la toxoplasmose également, elle peut toucher le poumon chez les immunodéprimés. Les mycoses, par contre, le chef de file, les aspergilloses, avec différentes formes cliniques. Il y a les aspergilloses, ça peut être les aspergilloses localisées pulmonaires strictes, mais pas que, les semi-invasifs et les invasifs, et même les formes allergiques. Et autres, il y a la pneumocystose qui sévit également chez les immunodéprimés ou les enfants en bas âge, en néonates, etc.
des microsporidies, tout ça, c'est des opportunistes qui peuvent sévir en Algérie, mais pas que, et un petit peu cosmopolites. Pour les dimorphiques, c'est spécialement des champignons qui sont spécifiquement dans les régions un petit peu intertropicales, c'est des régions endémiques. La conduite à tenir globale devant donc une suspicion d'une parasitose ou mycose pulmonaire. Il y a le faisceau d'arguments, importance de l'orientation clinique. Est-ce que déjà elle est la forme aiguë, il y a de la fièvre ou pas? Est-ce que c'est une forme plutôt chronique? Est-ce que c'est une pneumopathie interstitielle latente? Est-ce que c'est une orientation radiologique qui souvent elle aide au diagnostic vraiment pour orienter le clinicien? L'orientation biologique, parfois la FNS, elle est perturbée avec une hyperiosinophilie où il y a un VIH pour le bilan sérologique positif en immunodépression, notamment le VIH, et l'orientation épidémiologique, qu'on ne l'oublie pas, grâce à un interrogatoire poussé, spécifique, pour telle ou telle suspicion. S'il y a une notion de ruralité, contact avec les chiens, s'il y a une notion de marche pieds nus, etc., les méthodes ou les habitudes culinaires, est-ce qu'il a l'habitude de manger cru, etc., la viande ou autre, on verra. Et donc, devant ce faisceau d'arguments, donc d'orientation, le diagnostic de certitude ne sera amené que par des prélèvements pulmonaires, oui. Essentiellement, on va passer à faire le diagnostic direct de tous ces prélèvements, produits pathologiques, soit la microscopie à l'état frais, sans colorant, sans rien, ou à frais coloration, pour différents, donc selon l'orientation, et même l'IFD, l'immunofluorescence directe, qui permet donc de poser le diagnostic de certitude de certains opportunistes. La mise en culture, elle est très indispensable et automatique en mycologie pour isoler et identifier les champignons en cause, et pas forcément indispensable en parasitologie si on a des examens directs et après coloration évident. D'autres techniques, notamment la biologie moléculaire ou l'inoculation à l'animal, pourquoi pas, dans des centres de référence. Tout ce qui est indirect, également, c'est important, c'est-à-dire la recherche des antigènes ou des anticorps essentiellement, pas que sur les surnageants des différents produits pathologiques, biologiques, notamment le LBR, mais également sur sérum. Donc, je vais rentrer dans le détail du diagnostic de l'idatidose pulmonaire. Donc, le faisceau d'arguments, l'orientation, je vous ai dit clinique, s'il y a déjà une notion, ce qu'on appelle la vomique. C'est quoi la vomique? C'est un vomi salé que le malade va rendre, et c'est pas digestif, ça vient pas de l'intestin ou de l'estomac, c'est plutôt, ça vient des poumons, c'est un kyste idatique après éclatement ou rupture, libération d'un liquide qui contient ce qu'on appelle le sable idatique et qui est très important pour le diagnostic. La radiologie, il y a plusieurs facteurs, bien sûr, les critères de classement grâce à la TDM et à l'IRM, ça peut être très évident, l'image liquidienne, très évocatrice d'un kyste idatique pulmonaire. La biologie également, l'hyperiosinophilie, elle est modérée, mais quand même, elle va orienter fortement le diagnostic. Également, l'origine géographique, est-ce qu'il y a la notion de zone d'élevage, est-ce qu'il y a un contact avec des chiens, même chroniques, parce que c'est une maladie chronique, c'est pas au moment des signes cliniques où il y a eu le contact avec le chien. Même si, quand il était jeune, il vivait dans une région où il y a beaucoup de moutons, il y a beaucoup de chiens, etc. Ruralité, on a des dames qui nous disent « on n'a jamais eu de chien ». Maintenant, mais quand j'étais jeune, chez mon père, on travaillait ou on était dans la ferme, et donc ça, c'est évocateur. Donc, le diagnostic direct de certitude, il faut savoir, il est très rarement fait, en tout cas pour l'idatidose pulmonaire, sauf dans ce seul cas de vomi que je vous ai dit, où on peut isoler ou voir sous microscope les crochets, les éléments idatiques. Sinon, la ponction d'un kyste idatique est évidemment proscrite, car il y a risque de choc anaphylactique ou d'une échinococcose secondaire. Également, dans le cas de père, chez le chirurgien, donc il fait en père opératoire, en train de faire l'opération, avant d'enlever l'exérèse du kyste, il peut faire ce qu'on appelle la ponction aspiration, injection, réaspiration, et il vous envoie au laboratoire à analyser ce qu'il a éliminé, ce qu'il a enlevé, pour stériliser le kyste, pour étiqueter, si vous voulez, cette étiologie. Est-ce qu'il s'agit bien d'un kyste idatique, pour savoir après le post-thérapeutique, post-chirurgie, son suivi.
adéquat. Donc le cas de vomique, j'en passe, c'est rechercher vraiment, même si c'est pas des membranes, etc. Il faut voir sous microscope si vous ne trouvez pas même la moindre chose, pas forcément un protoscolex complet, etc. Ce qu'on appelle les éléments intrachistiques, juste un crochet. Le crochet hydatique, et parfois c'est difficile de retrouver, je vais vous montrer après le cas. Il faut être minutieux, n'hésitez pas à faire lire tout ce que vous ramenez, vous le centrifugez et le lire plusieurs fois, plusieurs observations des différentes personnes pour pouvoir tomber sur le fameux, même un seul crochet, ça vous pose le diagnostic, ça vous évite donc de chercher après la sérologie. Bien sûr en post-opératoire pour éventuellement identifier un kyste éliminé. Donc pour le diagnostic, ça c'était le diagnostic direct, qui est souvent difficile et rarement fait grâce à la vomique. Sinon, indirect, l'expansion de l'immunité cellulaire, plus ou moins, elle est un peu dépassée, l'IDR de type Casoni, sûrement utilisé seulement dans les cas d'enquête sur terrain, pour les enquêtes épidémiologiques, mais sinon, les techniques qui explorent l'immunité humorale, ça veut dire rechercher les anticorps, là, oui, elles sont toujours d'actualité, et elles peuvent utiliser soit des antigènes figurés, c'est-à-dire les kits sérologiques, peuvent utiliser soit l'antigène figuré, c'est-à-dire le parasite entier, ou des coupes à la congélation, des bouts de parasites, de kystes hydatiques, et identifier, rechercher les anticorps qui vont être dirigés contre ces antigènes, ou bien les antigènes solubles d'excrétion, sécrétion ou métabolique qui sont les plus utilisés. Donc, quel que soit, on utilise des techniques qui utilisent l'antigène soluble ou figuré, sachez que la production de ces kits n'est pas anodine, c'est pas facile d'en avoir, c'est pour cela peut-être l'instabilité ou le problème de qualité de l'antigène va être pris en compte dans notre interprétation par rapport à la source de l'antigène à partir des kystes hydatiques au niveau des blocs opératoires humains, soit au niveau donc des abattoirs des kystes hydatiques animaux qui sont pas très immunogènes, il faut le savoir, et c'est là où on récolte le plus de parasites facilement au niveau des abattoirs à partir des moutons qui sont l'hôte intermédiaire naturel, et sinon expérimental à partir des animaux de labo, c'est encore une autre paire de manches. Donc tout ce qui est technique, là, je vais passer rapidement, il y a l'HAI, des techniques d'agglutination dans le chef de file et l'HAI, parce qu'après je vais encore itérer qu'est-ce qu'on fait chez nous en Algérie, qui utilise donc des globules rouges sensibilisés par l'antigène soluble Echinococcus granulosus. Également des techniques d'immunoprécipitation dans le chef de file, l'immunoélectrophorèse, qui n'est plus d'actualité malheureusement à cause, elle était de très bonne qualité spécifique, mais les contraintes d'obtenir de l'antigène font qu'elle a été limitée pour l'usage aujourd'hui, actuellement. Également les techniques enzymatiques, notamment les LIFA qui utilisent à la recherche des antigènes, des anticorps de type IgA spécifiques dans les formes pulmonaires, et les LISA qui utilisent à la recherche des antigènes solubles, à la recherche des IgG qui est assez de bonne sensibilité, assez bonne spécificité. Le Western blot, c'est une technique de confirmation à base d'immunotransfert et qui détecte les bandes spécifiques 7, 26 et 28 kilodalton. Également, il y a l'ELISA double sandwich à la recherche de l'antigène, mais elle est plus ou moins utilisée. Il y a également les tests rapides, mais bon, ils ont une bonne sensibilité, spécificité, mais ça reste un petit peu à évaluer leur fiabilité dans la pratique quotidienne. Donc, c'est surtout pour le screening, c'est-à-dire tester des malades grande masse, c'est des tests rapides et faciles, c'est ça leur avantage, mais ça reste leur qualité en termes de détection, ça reste un petit peu sujet à débat. Donc surtout au niveau des enquêtes sur terrain, d'où la facilité de leur usage, ou dans les endémies notamment. Les techniques qui utilisent l'antigène figuré sont plus ou moins utilisées, c'est sûr, notamment l'IFI, l'immunofluorescence indirecte, et les techniques à base donc de PCR, de biologie moléculaire, surtout dans les kystes hydatiques compliqués cliniquement ou un petit peu très peu immunogènes, quand il y a des discordances avec les différentes techniques sérologiques préconisées. Donc, les limites et les avantages d'une sérologie hydatique, notamment pulmonaire, il faut toujours avoir en tête qu'il vaut mieux toujours coupler au moins deux techniques, l'une qualitative et l'autre quantitative, et une sensible et une autre spécifique, de préférence pour avoir une interprétation plus complète et plus globale.
non seulement avec la clinique et la radiologie qui orientent, et l'épidémiologie, mais les techniques doivent de préférence être couplées pour augmenter les chances de bien poser le diagnostic sérologique. Parce qu'il y a beaucoup de faux négatifs, notamment kystes calcifiés ou peu immunogènes dans des régions un petit peu qui n'est pas en contact avec un tissu très immunogène, donc il y a peu de production d'anticorps, donc vous risquez d'avoir, quand les tests sont peu sensibles, faussement négatifs. Également les kystes calcifiés qui sont anciens, qui n'ont plus d'activité réellement avec le tissu humain et donc qui produisent de moins en moins d'antigènes et donc la réaction en face, le corps, il y aura de moins en moins d'anticorps et difficile à détecter. Ou alors dans un cadre de déficit immunitaire de l'hôte, l'humain il est en état de déficit immunitaire donc forcément il aura du mal à produire ces anticorps. Et bien sûr, la qualité de l'antigène utilisé selon les kits sérologiques testés. Les faux positifs, par contre, c'est les réactions croisées avec d'autres cestodoses larvaires ou d'autres distomatoses qui peuvent avoir certains kits en des réactions croisées avec ces pathologies proches phylogénétiquement parlant. Quelques cas pratiques. Déjà, on parle de législation. Qu'est-ce qui se passe en Algérie côté est-ce qu'il y a une loi qui oblige le clinicien ou le chirurgien à demander une sérologie idatique automatiquement? La réponse est non. Selon la loi, j'ai cherché, selon la loi, malgré l'idatidose en tant que maladie, c'est une maladie à déclaration obligatoire dans notre registre, mais il n'y a pas d'obligation à demander la sérologie. Je parle de la sérologie, sauf bien sûr dans les campagnes de sensibilisation sur terrain. Là, on fera des dépistages sur terrain groupés. Et selon la loi sanitaire du 2 juillet 2018, de 1811, donc, qui, dans les textes d'application sont en cours encore d'élaboration, il n'y a pas donc de texte stipulant de faire obligatoirement. Donc, quand est-ce que le clinicien ou le chirurgien va demander cette sérologie idatique? C'est soit dans le cadre assez facilement donc de demander s'il y a l'aspergillose. L'aspergillose, oui. Déjà, le temps passe vite. S'il y a une demande par le clinicien devant les signes cliniques évidents ou les cas compliqués. Et donc, je vais rapidement passer les tests qu'on faisait, c'est l'IEP avec l'ARC 5, l'IFI, elle est de bonne spécificité, mais l'HAI reste de mise, et le Western blot plus avec les bandes spécifiques, c'est une technique vraiment de confirmation. Les tests sérologiques, soit ELISA, soit de maison ou les tests donc commerciaux, on peut donc les coupler avec le Western blot, c'est une technique de bonne sensibilité. Donc le cas, il s'agit d'un homme de 42 ans, qui a été on a envoyé hospitalisé au service d'infectieux pour envoi donc d'un prélèvement pulmonaire. Il ne savait pas ce que c'était. Donc les examens directs ont révélé la présence de crochets. Après, je vous ai dit vraiment une recherche minutieuse et plusieurs lames et centrifugation pour pouvoir tomber sur le fameux crochet idatique qui a confirmé qu'il s'agit bien d'un kyste idatique rompu. Bizarrement, sa sérologie Western blot, malgré c'est une technique très sensible, très spécifique, restait négatif aussi bien au privé et chez nous au CHU. On a demandé un deuxième prélèvement pour éviter ce qu'il y a eu des risques de mauvais étiquetage, etc. Malheureusement, le malade a été transféré, donc on n'a pas pu et comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être il s'agit d'un kyste pulmonaire très peu immunogène, puisqu'il a été rompu, et donc ça peut s'expliquer. Heureusement, l'examen direct donner le diagnostic de certitude. Un deuxième cas, juste la discordance entre les techniques, un ELISA négatif, un Western blot positif. C'est vrai que l'ELISA, dans les formes pulmonaires, elle est jusque 25% à 40% positif. C'est pour cela il faut la prendre en considération ce chiffre. C'est pas toujours les ELISA positifs, surtout dans les formes pas hépatique, mais plutôt pulmonaire, et donc il faut le test Western blot de confirmation pour éviter les faux positifs les faux négatifs liés à la faible sensibilité par ELISA. Pour les aspergilloses, je passe rapidement, il y a toujours un faisceau d'arguments d'orientation clinique, radiologique et sérologique, mycologique et sérologique. Il y a plusieurs tableaux cliniques entre les formes allergiques. Dans le diagnostic, il est différent, il n'y a pas d'infection, les formes localisées et les formes semi-invasives ou chroniques et les formes invasives. Je passe rapidement, tout ça c'est des...
Je pense que c'est pas la version que j'ai, c'est pas la version finale. Donc la radiologie, elle peut nous orienter vers l'aspergillome localisé grâce à l'image en grelot de la truffe aspergillaire. C'est un enchevêtrement de filaments mycéliens aspergillaires au niveau pulmonaire. Et c'est à la radiologie, elle peut nous orienter fortement. La forme semi-invasif, l'APIS, qu'on appelle aspergillome pulmonaire invasif, il y a l'aspect en verre dépoli au scanner ou en croissant gazeux au niveau également du scanner, mais quand même c'est un signe tardif. Sinon, vous avez les facteurs favorisants, j'en passe, tout ce qui est, il y a des facteurs locaux liés à l'hôte, des facteurs liés aux champignons et des facteurs liés à l'environnement. Le prélèvement, ça va dépendre, donc l'asepsie plus, c'est-à-dire le plus avoir un produit pathologique protégé, mieux c'est. Surtout parce que là, il faut la mise en culture, la mycologie, on doit passer par la mise en culture. L'LBA, oui, notamment tout ce qui est expectoration ou LBA ou mieux la ponction bien sûr. La recherche à l'état frais ou après coloration, rechercher les filaments fins à angle aigu. La mise en culture sur les différents sabouro-chlorophinicoles à différentes températures de 25 et de 37 degrés. Et s'il y a eu pousse, on identifie. Par contre, là, l'identification, pour faire la part des choses entre colonisation et réelle infection, il faut différents... La première aussi, des points. Sadni, si vous pouvez juste conclure globalement, comme vous le faites souvent, et d'une manière... La récap. Donc ça, les cas, les exemples... Donc, éclairer l'assistance sur le diagnostic aspergillaire, oui. D'une manière alors, la mycologie, éloquente, comme vous avez l'habitude de le faire. D'accord. Donc, l'essentiel en aspergillose, parce que selon les formes cliniques, si on pense à un aspergillome localisé, c'est la recherche sérologique d'anticorps. C'est très important, le malade, il est quand même immunocompétent, il arrive à produire des anticorps, on aura donc une positivité en anticorps selon différentes techniques, ELISA ou Western blot. S'il s'agit d'une aspergillose semi-invasif ou invasive carrément, là, il faut baser sur les antigènes et encore mieux l'isolement du champignon au niveau donc des produits pathologiques protégés, notamment chez les immunodéprimés neutropéniques. Il faut ne pas oublier les faux positifs et les faux négatifs, là j'en passe, par rapport aux techniques, aux tests sérologiques. L'exemple de cas, j'ai donné un cas avec un aspergillome, avec les tests avant, on utilisait l'IEP et un test expérimental qu'on a travaillé au labo avec le Dr Hacho, ici présent, il a expérimenté l'IFI. Le diagnostic d'un aspergillome posé grâce à la présence d'anticorps, sans fièvre, sans présence de champignons au niveau des produits pathologiques. Et le deuxième cas, là, il y avait la fièvre, les radiologies des infiltrats, il y avait l'état de fibrose et de doublement de membrane. L'immunofluorescence était positif et l'ELISA, antigène, par contre, positif à 2 reprises, à 15 jours d'intervalle. On doit contrôler pour être sûr qu'il s'agit bien d'une infection et non pas d'une contamination liée au faux positif. C'est ça le deal, la part des choses pour pouvoir suspecter une aspergillose semi-invasive. Voilà en conclusion, donc je vous laisse cette plaque pour dire que la sérologie ou l'idatidose pulmonaire, c'est rarement la vomique, mais plus la sérologie avec des techniques sensibles et spécifiques et coupler les deux de préférence. Et avec l'aspergillose, selon les formes cliniques, la mycologie, la recherche directe du champignon et quelle est l'espèce du champignon, et avec les tests sérologiques, selon le statut immunitaire de l'hôte, est-ce qu'il est immunocompétent, on recherche plutôt les anticorps, s'il est immunodéprimé, on recherchera plutôt les antigènes. Et merci pour votre attention, je m'excuse pour le retard. D'accord. Nous remercions professeur Saadni, maître de conférence en parasitologie du CHU d'Annaba, pour son excellente présentation.